de ces deux personnes qui s'aiment et qui se sont aimées, qui s'aiment toujours et qui continueront à s'aimer à ce moment-là qui est là, qui est dit sans être dit, qui est juste un vécu, un ressenti. Moi, je trouve ça assez fort. Durant plus de 10 ans, il s'était imposé comme une des personnalités les plus estimées du paysage cinématographique francophone pour le grand public. Il représentait l'archétype même de la réussite sereine, une carrière d'envergure internationale, une relation de couple qui semblait à toute épreuve, un cocon familial uni et un sourire qui avait le don d'éclairer aussi bien les plateaux de tournage que les entretiens médiatiques. Néanmoins, à l'abri des regards, au cœur de son intimité, une brèche initialement invisible avait commencé à s'agrandir inexorablement, une faille que nul n'aurait pu soupçonner, et lui moins que quiconque, car au moment où il réalise que la femme qu'il chérit depuis tant d'années mène une double vie, c'est la totalité de son monde qui se dérobe sous ses pieds. Et le plus dévastateur dans cette histoire n'est pas tant la trahison en elle-même, que l'identité totalement inattendue de l'homme impliqué dans cette liaison pendant une longue période. Omar s'était obstinément refusé à percevoir les avertissements. Était-ce par une confiance absolue, ou peut-être par lassitude, ou tout simplement parce que la simple supposition d'une infidélité lui paraissait absolument incompatible avec l'existence qu'ils avaient patiemment bâtie ensemble. Certes, son travail l'accaparait énormément des tournages à l'autre bout du monde, des campagnes de promotion intenses, des engagements contractuels prenants. Mais il revenait systématiquement avec le même désir profond, celui de retrouver son havre de paix, la douceur et la quiétude du foyer. Cependant, au fil des mois, des changements subtils, presque imperceptibles, s'étaient installés, et c'est seulement avec le recul qu'il a pu admettre que tous les indices étaient sous ses yeux, agencés comme les fragments d'une mosaïque qu'il se refusait à contempler. Premièrement, il y eut l'installation des silences. Non pas ces silences apaisants partagés par deux êtres qui s'aiment, mais ceux qui sont lourds de tout ce qui est tu. Ces instants de vide qui s'étirent une fraction de seconde de trop et qui résonnent entre deux regards qui se fuient. Elle paraissait distante, son esprit ailleurs, fréquemment absorbé par son téléphone portable, qu'elle protégeait dorénavant avec un soin presque obsessionnel. Elle justifiait cela par le travail, des conversations avec des amis, ou la gestion de divers projets personnels, rien qui, en surface, n'aurait pu susciter la méfiance. D'ailleurs, Omar n'avait jamais eu un tempérament possessif. Sa philosophie de l'amour reposait sur l'octroi d'espace, d'air et de liberté à l'autre. Il avait toujours privilégié la confiance à la surveillance, mais la confiance, quand elle se brise, ne donne aucun avertissement, elle se fracture d'un seul coup. Avec une violence inouïe, la véritable chute débute un soir bien particulier, un soir qui, avec le temps, deviendra le point de rupture de son existence. Omar vient de conclure une réunion cruciale concernant un projet de film aux États-Unis. Il décide de rentrer, plus tôt qu'à son habitude. Avec l'idée de lui faire une surprise, c'était pour lui une façon de réinjecter un peu de normalité dans une existence devenue chaotique, fragmentée entre les voyages et ses engagements. Il pousse la porte de leur demeure plongée dans le silence, s'imaginant la découvrir, en train de cuisiner, de partager un éclat de rire avec leurs enfants ou de se détendre avec un livre au salon. Mais la maison est vide. Il constate d'abord que des lumières sont allumées à l'étage. Il commence à monter les escaliers, tandis qu'il progresse, une sensation oppressante lui étreint la poitrine, comme si un détail fondamental clochait, une sorte d'intuition primitive qui lui murmure que cette soirée ne se déroulera absolument pas comme il l'avait espéré. Parvenu devant la porte du bureau, il perçoit une voix. Ce n'est pas celle de sa compagne, c'est une voix masculine. La porte est légèrement entr'ouverte. Il s'immobilise. Sentant ses doigts se mettre à trembler, il peine à identifier l'émotion qui le submerge. Ni colère, ni peur, mais plutôt une sorte de sidération intérieure. Comme si son esprit se refusait à envisager la moindre explication rationnelle. C'est alors qu'il entend de nouveau cette voix, bien plus distinctement cette fois-ci, une clarté insoutenable. Ce qu'il identifie instantanément lui glace le sang. Parce que cette voix, il la connaît par cœur. Il l'a entendue des milliers de fois, sur des plateaux, lors de conférences de presse, au cours d'interviews. Commune, elle est celle d'un homme pour qui il a une profonde admiration, un homme qu'il respecte,
Un homme pour qui il se serait porté garant sans la moindre hésitation. Jamais. Même dans les scénarios les plus invraisemblables qu'il aurait pu concevoir. Il n'aurait pu imaginer que cet individu puisse s'immiscer dans sa sphère la plus intime. Et pourtant, sa présence était là, juste derrière ce battant de porte. Il demeure figé, la respiration coupée. À travers la fine ouverture, il capte des bribes de phrases. Pas assez pour une compréhension globale, mais amplement suffisant pour en saisir la nature profonde. Il ne s'agit pas d'une conversation professionnelle, ni même d'une discussion amicale. C'est un dialogue empreint d'une charge émotionnelle palpable, de mots chuchotés avec trop de douceur, trop d'intimité. Son cœur martèle, sa poitrine si violemment qu'il a peur qu'on l'entende. Le choc est si brutal qu'il recule par pur réflexe, comme si le plancher venait de se dérober sous lui. Il refuse d'entrer. Il refuse de voir, car voir, ce serait rendre la situation irrévocable. Voir, ce serait accepter la réalité. Voir, ce serait tout perdre. Il opte donc pour une retraite immédiate. Il dévale les escaliers, se précipite hors de la maison, se plaque contre le mur extérieur pour enfin pouvoir respirer. Mais l'air lui manque. L'atmosphère semble soudainement glaciale, presque agressive. C'est une sensation étrange, comme si son propre corps ne lui obéissait plus. Une part de lui-même s'acharne à rejeter ce qu'il vient de surprendre. Il a peut-être mal interprété la situation. Il s'agit peut-être d'un simple quiproquo. Peut-être que cette voix n'était pas celle, ce qu'il redoutait. N'importe quoi, absolument n'importe quoi, serait préférable à cette terrible conclusion. Pourtant, au plus profond de son être, il en a l'intime conviction. Le jour suivant, cette certitude est brutalement validée par le hasard, ou peut-être par un destin qui a choisi de lui arracher son dernier espoir. Le bénéfice du doute, un message, qui était adressé à sa compagne, s'affiche fugacement sur son propre écran à la suite d'une malencontreuse erreur de synchronisation. Un message dont le ton est bien trop tendre pour être anodin, signé d'un prénom qui, une nouvelle fois, le percute de plein fouet. L'expéditeur en question n'est absolument pas un étranger. C'est un confrère, un ami qu'il estimait, une personne avec laquelle il a partagé des plateaux de télévision, œuvré sur des projets caritatifs, participé à des soirées en comité restreint. Quelqu'un qui le recevait, chez lui avec une apparente cordialité et confiance. Une figure appréciée du grand public, fréquemment qualifiée de charismatique, brillante, exemplaire. En somme, la dernière personne sur Terre qu'il aurait pu soupçonner d'être au centre d'une pareille trahison. Ce n'est plus une simple infidélité. C'est une humiliation profonde, une fêlure personnelle, un effondrement de ses repères, à compter de cet instant précis. Son existence entière glisse dans une sorte de brouillard grisâtre. Chaque action lui pèse. Chaque réveil est une nouvelle épreuve à surmonter. Il est contraint de poursuivre les tournages, d'afficher un sourire, de se prêter au jeu des interviews. Il doit agir comme si de rien n'était. Le gré, fossé entre sa persona publique et sa détresse intime, est si abyssal qu'il se sent littéralement scindé en deux. Deux facettes de sa personne cohabitent. Omar, l'acteur, imperturbable et professionnel, et Omar, l'homme meurtri, égaré, anéanti. Il n'en souffle le mot à quiconque. Le mutisme lui paraît être son unique refuge. Il n'a ni la force d'aller à la confrontation, ni le courage de réclamer la moindre explication. Il évolue dans un entre-deux asphyxiant, trop conscient pour être dans le déni, trop anéanti pour passer à l'action. Il se sent floué, non seulement par la femme qu'il chérit, mais également par un ami pour lequel il aurait mis sa main au feu. Au cours des jours qui succèdent, il se met à percevoir des indices qui lui avaient totalement échappé jusque-là. Des regards complices échangés lors d'événements publics, des apartés chuchotés durant des soirées, des absences justifiées avec une facilité déconcertante. En vérité, les avertissements étaient partout, mais sa confiance, ou peut-être son amour, l'aveuglait au point d'écarter une telle transgression. Cette révélation tardive l'accable. Il s'en veut de son aveuglement, de son manque de discernement. Il se
demande depuis quand ce manège dure, comment tout a pu commencer, et quelles en sont les raisons profondes. Ces interrogations tourbillonnent dans sa tête tel un carrousel sans fin. Aucune réponse ne semble pouvoir calmer sa tourmente, et plus sa réflexion s'approfondit, plus un sentiment pernicieux s'enracine en lui, celui d'avoir été purement et simplement remplacé. La blessure est d'autant plus vive que la tromperie ne provient pas d'un anonyme, mais de deux êtres qui tenaient une place cardinale dans son existence. L'une incarnait son refuge familial, la seconde, son environnement de travail. Réunies, elles forgeaient un socle de sérénité qui était le véritable fondement de sa stabilité. Leur duplicité commune a fait voler en éclats cet édifice d'un seul geste. Il a basculé dans une phase d'observation mutique. Il tend l'oreille, scrute, décortique. Lui, l'acteur, habitué à interpréter les émotions d'autrui, se voit contraint de jouer les détectives dans le scénario de sa propre existence. Plus il observe, plus les zones d'ombre se dissipent. Il met au jour des explications contradictoires, des allées et venues étranges, des historiques d'appels vidés. Le puzzle s'assemble contre son gré, et puis un soir, enfin résolu, ou plutôt à bout de force, il choisit de faire face à la vérité. Les jours qui suivent en cette prise de conscience sont pour Omar comme une interminable traversée dans un tunnel obscur. Plus rien n'a de consistance. Les gestes les plus élémentaires deviennent pesants, automatiques, dépouillés de leur sens. Il évolue au fil de ses journées, tel un comédien piégé dans un rôle qu'il n'a jamais souhaité interpréter. L'unique conviction qui lui reste est qu'il ne peut supporter plus longtemps cette ambiguïté qui le ronge. Il a besoin de savoir, savoir pour saisir, saisir pour faire face pour, qui sait, peut-être pouvoir à nouveau respirer. Ce soir-là, tandis que le soleil disparaît derrière les toits dans une lueur orangée presque agressive, Omar prend sa décision. Il s'adressera à elle en premier, puis à celui qui a bafoué son amitié. Il ne veut ni éclat de voix, ni accusation hâtive. Il désire la vérité, toute la vérité, rien de plus. Une vérité qui pourrait l'anéantir, mais qui lui donnerait au moins la capacité de nommer sa douleur. Il pénètre dans la maison, à pas lents. Elle est là, installée au salon, parcourant un magazine avec un air absent. Elle relève la tête, lui offre un sourire. Mais ce sourire, il ne le connaît que trop, sonne faux, comme une façade qui se lézarde doucement. Tout va bien, lui lance-t-elle. Une question si simple, si ordinaire, qui pourtant résonne en lui comme une offense involontaire. Non, rien ne va bien, tout est brisé, mais il ne réplique pas sur le champ, il prend place face à elle, le regard ancré dans le sien, tentant d'y déceler la vérité qu'elle s'évertue à dissimuler. « Il faut que nous parlions », lâche-t-il enfin, d'une voix d'un calme surprenant. Ses traits se raidissent, une lueur d'inquiétude passe dans ses yeux. Elle a compris, il le sent, avant même qu'il ait formulé le moindre mot, avant même d'avoir posé la moindre question. Elle a deviné l'objet de cette conversation imminente. Elle évite son regard, prend une grande inspiration. Mais enfin, que se passe-t-il, lance-t-elle, dans ce qui ressemble à une ultime tentative pour retarder l'inévitable? C'en est fini des faux-semblants et des dérobades. Je veux que tu me dises la vérité, l'entière vérité. Depuis quand cette histoire dure-t-elle? Face à son mutisme, elle se contente de clore les paupières, comme si elle nourrissait l'espoir insensé que cet univers, ou du moins cette confrontation insoutenable, puisse s'évanouir si elle s'obstine à ne pas l'affronter. Le silence qui s'installe est une éternité. Un silence pesant, assourdissant, presque palpable. Un silence qui vient valider chacune de ses pires craintes. C'est bien de lui qu'il s'agit, n'est-ce pas? Ajoute-t-il, la voix se fissurant sous le poids de l'émotion. À la simple évocation de cet homme, celui qu'il considérait comme un frère. Son corps se contracte imperceptiblement. Ce simple frisson suffit. Plus besoin d'un mot pour qu'il comprenne que son terrible pressentiment n'était pas le fruit d'une paranoïa. Enfin, un murmure s'échappe de ses lèvres. « Je suis désolé. » 2 mots seulement.
qui résonne pourtant dans la pièce comme un verdict sans appel. Omar ressent une douleur fulgurante lui transpercer le torse, une sensation aiguë, comme si son cœur se fracturait sous une pression intolérable. Il aurait tout donné pour un démenti, une explication bancale, un mensonge éhonté, n'importe. Quoi qui lui aurait permis de s'agripper à l'idée fallacieuse que ce qu'il avait perçu, ce qu'il avait compris, n'était qu'un mauvais rêve. Mais non. La réalité est là, crue, impitoyable, impossible à nier. Depuis quand ? Insiste-t-il. Car il a un besoin viscéral d'une chronologie pour prendre la mesure de l'effondrement. Après une longue inspiration, elle lâche. Quelques mois, la phrase le frappe de plein fouet. Le sol semble littéralement se dérober sous ses pieds. Pendant des mois entiers, alors qu'il était sur les plateaux de tournage, qu'il vantait les mérites des liens familiaux dans les médias, qu'il offrait son plus beau sourire à ses admirateurs, absolument persuadé qu'elle était comblée. Durant toute cette période, elle menait donc une double existence. Une existence dans laquelle il avait cessé d'être le protagoniste. Mais ce qui le consume plus encore que la durée de cette tromperie, c'est bien l'identité de son rival. Pourquoi lui, souffle-t-il ? La question chargée d'un profond désarroi. Elle ferme à nouveau les yeux. Je ne sais pas. Rien n'était calculé. Ça n'aurait jamais dû arriver. On discutait énormément. Il était présent lors de tes trop nombreuses absences. Je me sentais enfin écoutée, comprise. Ces justifications, si banales, frappent Omar. En plein cœur, elles font naître en lui un tourbillon de souffrance, d'humiliation et d'une totale incompréhension. Il est bien conscient que la vie d'artiste nomade les a éloignés, que la distance a inévitablement creusé des brèches dans leur couple. Mais jamais il n'aurait pu concevoir que quelqu'un s'y engouffre, et surtout pas un homme de son cercle proche, un individu qui semblait le respecter. Il pose alors la question qui le terrifie. « Est-ce que tu l'aimes » Cette interrogation est comme le coup de grâce. Il appréhende la réponse comme un condamné qui attend le prononcé de sa sentence. Elle hésite, bien trop longtemps, une éternité de trop. Je ne sais plus. Cette simple incertitude suffit. Elle anéantit ce qui tenait encore fragilement debout en lui. Car ne pas savoir, c'est déjà reconnaître l'existence d'un sentiment, peut-être encore flou, peut-être naissant, mais indéniablement réel. Il se met debout, sans un cri, sans la moindre manifestation de fureur. Son calme apparent est bien plus effroyable que n'importe quel éclat. De colère, il se dirige vers la fenêtre, contemple la rue animée, les lumières de la ville, les gens qui marchent, totalement inconscients du drame, qui se joue, ignorant qu'en cet instant précis, l'une des personnalités les plus adulées du pays endure la plus profonde des blessures. Elle esquisse un pas vers lui. « Laisse-moi au moins t'expliquer. » Mais il la stoppe d'un geste de la main. « Non, pas tout de suite. Il faut que je respire. » Il sort de la pièce, puis de la maison, et s'éloigne dans le quartier sans savoir où ses pas le mènent. Il marche, longuement, sans aucune destination, uniquement pour ne pas s'écrouler devant elle, pour lui dissimuler l'étendue de sa dévastation intérieure. Au fil de sa marche, les souvenirs affluent en vagues puissantes leur première rencontre, leur entente parfaite. Toutes ces années passées à communiquer d'un simple regard. Les plans d'avenir qu'il bâtissait, les éclats de rire, les serments échangés, tout cela lui paraît désormais appartenir à une existence antérieure, une vie si lointaine qu'elle en devient presque irréelle. Il s'interroge sur le moment précis où tout a basculé. Quel jour la première brèche est-elle apparue? Quel mot, quel acte ou quel silence a ouvert la porte à un autre et par-dessus tout? Cette question lancinante, pourquoi, lui, l'homme qui a bafoué leur amitié, n'est pas un adversaire sorti de nulle part, un étranger qui aurait forcé sa porte. Non, la situation est bien pire. C'est un collègue, un camarade de jeu, un visage qu'il croisait quotidiennement sur les tournages, quelqu'un avec qui il pensait partager des principes, des ambitions et même des secrets. Le genre d'homme que l'on laisse entrer chez soi en toute confiance, sans la moindre méfiance. L'affront est double, à la fois amoureux et amical. Alors qu'il poursuit sa marche sans fin,
La colère commence à gronder, supplantant peu à peu la stupeur initiale. Ce n'est plus de la simple peine, mais un sentiment écrasant d'injustice qui le submerge. Comment un soi-disant ami a-t-il pu oser franchir cette ligne infranchissable? Comment a-t-il pu piétiner à la fois leur partenariat artistique, leur camaraderie de travail et le sanctuaire même de son intimité? Le jour suivant, Omar se résout à faire ce qu'il redoutait mais ne pouvait plus éviter. Il doit avoir une explication avec lui, avec l'homme qui a réduit son monde en cendres. Il lui donne rendez-vous dans un café retiré, à l'abri des objectifs et des regards indiscrets. L'autre se présente avec un léger retard, un délai qui, en temps normal, serait anodin, mais qui, dans les circonstances actuelles, sonne comme un manque de respect supplémentaire. « Omar, je suis sincèrement navré », entame-t-il d'une voix mielleuse, le regard dérobé. Mais Omar il ne réclame pas de justification vide de sens, ce qu'il exige, c'est de la clarté. Il a besoin d'un motif, d'une explication, même bancale, qui pourrait apporter une lueur de logique dans ce désordre absolu. Pourquoi lance-t-il sobrement? Mais le poids dans sa voix charge l'atmosphère d'une tension palpable. Son interlocuteur marque une pause trop longue, comme s'il pesait chaque syllabe pour minimiser les dommages. Ignorant que la catastrophe a déjà eu lieu. Cela n'aurait jamais dû arriver, elle vivait un moment compliqué, nous avons longuement échangé, et puis, sa phrase reste en suspens, inachevée. Comme s'il était incapable de la conclure, Omar le dévisage, son regard perçant. « Est-ce que tu avais conscience de ce qu'elle signifiait pour moi ?» Un lourd silence s'installe. « Et tu savais aussi ce que notre lien impliquait ?» Nouveau silence. Un malaise tangible s'empare de la pièce. L'homme en face de lui paraît subitement diminué, infiniment vulnérable. Une image aux antipodes de la façade qu'il affiche habituellement. Loin de son assurance coutumière, il a l'air d'un gamin pris la main dans le sac. « Je n'aurais jamais dû faire ça », souffle-t-il. Cette fois, un rire chargé d'amertume échappe à Omar. « Tu penses vraiment ?» Ce n'est pas une exclamation agressive, ni une quelconque forme de défi, mais un simple constat, une affirmation lourde d'une vérité implacable. Son ami essaie alors de se justifier avec la plus pathétique des excuses. « Tu sais, dans ce genre de situation, on ne maîtrise pas toujours les événements. » Cette simple réplique achève de pulvériser le peu de connexion qui subsistait entre eux. Car c'est faux, on a le choix. On a toujours le choix. On fait le choix du respect. On fait le choix de la retenue. On fait le choix d'anticiper les répercussions. Et surtout, on fait le choix de ne pas poignarder dans le dos. Omar se redresse, avec une lenteur pleine de dignité. Toi, tu as fait ton choix. À présent, je fais le mien. Il sort de l'établissement, sans un regard en arrière, sans ajouter un seul mot, parce que, par moment, la fuite est l'unique moyen de préserver ce qui nous constitue encore. Cependant, il en a l'intime conviction, le plus dur reste à affronter. Suite à cet affrontement, un silence pesant envahit l'existence d'Omar, un silence qui n'a rien d'une accalmie passagère, ni d'un intervalle, propice à l'introspection. C'est le silence assourdissant du vide, celui qui prend toute la place quand les piliers de votre existence viennent de voler en éclats. Il peine désormais à trouver sa place dans le déroulement de ses propres journées. Chaque recoin de son domicile semble lui renvoyer une image, une parole donnée, un fragment de vie partagée, qui se trouve maintenant souillé par la couleur d'un mensonge qu'il n'avait jamais soupçonné. Les jours s'écoulent, interminables et pesants, comme s'ils étaient en suspens. Il n'a plus l'énergie de jouer la comédie, ni de sourire, ni même de faire semblant. Il se dérobe au tournage, aux entretiens, aux apparitions publiques et les rares fois où il ne peut s'y soustraire. Il arbore une façade si impeccablement construite que nul ne pourrait soupçonner le chaos qui fait rage en lui, et pourtant, en dépit de son immense talent d'acteur, le personnage qu'il est contraint d'interpréter en cet instant, celui de l'homme dissimulant un cœur en miettes, est de loin le plus exigeant. La trahison n'est pas une chose qui se gomme, elle s'incruste dans l'âme,
Elle jette un voile sombre sur chaque réminiscence heureuse. Ce qui était autrefois magnifique semble à présent précaire, voire même douteux. Il lui arrive de se surprendre à tout remettre en question sa propre intuition, ses choix passés et sa capacité à faire. Confiance. Comment a-t-il pu être si aveugle? Comment a-t-il pu permettre que les deux personnes qui comptaient le plus pour lui le meurtrissent à ce point, cependant? Au-delà de l'acte de trahison en lui-même, c'est la suite qui le tourmente. Quelle direction prendre, s'en aller? Demeurer? Accorder son pardon? Tourner la page? Aucune voie ne lui paraît évidente. Aucune ne lui semble équitable. Chaque alternative est synonyme de souffrance. Chaque sentier qu'il pourrait emprunter suppose un renoncement, une reconstruction dont il ne peut encore mesurer le prix. Un soir, tandis que la demeure paraît singulièrement déserte, bien que chaque meuble, chaque photo, chaque objet familier soit à sa place, elle vient à sa rencontre, depuis leur explication. Ils coexistent sans échanger de véritables paroles, tels deux inconnus, contraints de cohabiter sous le même toit, mais ce soir-là, elle rompt le silence. Son timbre est fragile, à la limite de se briser. Je suis consciente d'avoir tout anéanti, mais si tu m'offres une chance de reconstruire, je suis disposée à le faire. Omar ne réagit pas sur le champ. Il la contemple et, pour la toute première fois, il perçoit distinctement la vulnérabilité dans son regard. Une vulnérabilité qu'il n'avait jamais décelée auparavant, ou qu'il s'était peut-être refusé à voir. La femme qu'il chérissait n'est plus celle qu'il croyait connaître. Ou, bien, peut-être l'a-t-elle toujours été sans qu'il n'ait jamais su lire en elle, comprendre ses fêlures, ses manques et ses angoisses profondes. J'ignore si quelque chose est encore réparable, lâche-t-il d'une voix neutre. Elle baisse le regard. Il enchaîne. Tu m'as trompé, et lui aussi. Ce n'était ni une erreur de parcours, ni un simple instant d'égarement. C'était une succession de décisions délibérées, pendant des mois. Elle acquiesce d'un mouvement de tête, sans pouvoir formuler la moindre réponse, et je ne sais pas si j'ai la force de vivre avec la pensée que tu pourrais le refaire, ou que je ne parviendrai plus jamais à t'accorder ma confiance. Des larmes silencieuses se mettent à tracer des sillons sur ses joues. Alors, que veux-tu faire maintenant? Demande-t-elle. Une question en apparence simple, mais qui résonne en lui avec la violence d'un ultimatum. Il se lève, s'éloigne jusqu'à la baie vitrée et contemple le scintillement de la ville en contrebas. Un long moment s'écoule dans le silence, puis il articule. Il faut que je m'éloigne quelque temps, que je prenne du recul, loin de cet endroit, loin de toi, loin de toute cette histoire. Elle hoche la tête, consciente qu'elle ne peut absolument rien imposer, ni solliciter, ni revendiquer. Quelques heures après, il franchit le seuil de la maison, une simple valise à la main, sans même jeter un regard en arrière. Il ignore la durée de son exil volontaire, conscient seulement que de rester l'aurait asphyxié. C'était une évasion indispensable. Omar trouve refuge dans une modeste localité maritime, à des lieues des objectifs et du vacarme incessant. Dans cet endroit, son anonymat est pour l'instant préservé. Il redécouvre la liberté de respirer, de déambuler, de contempler l'océan sans être prisonnier de son image. Les premiers temps sont dominés par un sommeil lourd, quasi réparateur, comme si son organisme cherchait à expulser des semaines de tension muette. Ensuite, s'installent les heures de contemplation. Il retrace le fil de leur existence, de leur parcours commun, de leurs engagements. Il s'efforce de discerner l'instant précis de la rupture. Avait-il été excessivement distant, trop dévoré par sa profession, peut-être trop sûr de lui? Ou alors, la fracture était-elle présente bien avant, tapis dans des aspects de leur vie qu'ils avaient omis d'explorer de concert? Il examine ses propres meurtrissures, sa part individuelle de l'échec, car, bien qu'il n'ait commis aucune infidélité, il a conscience qu'une union ne se délite pas subitement. Elle se lézarde insidieusement sous le fardeau des attentions négligées. Des paroles tues, des espoirs déçus. Et parfois, une autre personne s'engouffre dans la brèche. Cependant, la lucidité n'apaise en rien le chagrin. Un jour à l'aube, tandis qu'il arpentait le sable face au soleil naissant. Son portable émet une vibration.
C'est un message de cet autre homme, celui qui a anéanti leur lien fraternel. J'imagine que tu me hais. Je ne suis pas en quête de ton absolution, mais je tenais à ce que tu sois informé que rien de tout cela n'était dirigé contre toi. Les choses se sont produites ainsi, et je le déplore amèrement chaque jour qui passe. Omar parcourt le texto encore et encore, mais reste silencieux. La raison n'est pas une question de volonté, mais plutôt l'incapacité de trouver les mots justes. Il n'éprouve aucune haine envers cet individu. La haine est une passion qui réclame une vitalité dont il est désormais dépourvu. Ce qu'il éprouve est bien plus destructeur, une indifférence qui prend racine, un détachement glacial, comme si l'existence même de cet homme lui devenait étrangère. Vient l'instant de la confrontation, au bout de plusieurs semaines de retraite maritime. Omar prend une résolution capitale. Il se doit de revenir au domicile pour faire face à la situation, non pas avec l'intention de tout arranger, mais plutôt pour obtenir des éclaircissements, pour tracer une nouvelle voie. À son retour, il la trouve. Présente, elle paraît amincie, son regard trahit l'épuisement, et sa voix est plus mesurée. Elle ne cherche aucune excuse, elle patiente. « As-tu décidé de ce que nous allons faire ?» interroge-t-elle. Il prend une longue inspiration. Chaque parole lui est un supplice. Pourtant, il les articule avec une authenticité poignante. « Mon amour pour toi est toujours là, mais il a changé de nature. » Elle incline la tête, le regard fuyant. Comme si elle anticipait depuis longtemps cette sentence, il m'est impossible de poursuivre notre histoire de cette manière. Je ne peux agir comme si rien ne s'était produit. Je suis incapable de te regarder et d'effacer de ma mémoire ce que tu m'as dissimulé, cette intimité que tu as eue avec lui. Des larmes coulent sur ses joues, mais cette fois-ci, sa peine est impuissante. Le gouffre qui les sépare est devenu infranchissable. Je crois que nous devons nous dire adieu, lâche-t-il enfin, la voix au bord des larmes. Elle n'esquisse aucun geste pour le retenir. Elle ne le supplie pas de reconsidérer sa position. Elle a compris, elle sait que la cicatrice qu'elle a laissée est bien trop profonde pour être effacée par le pardon. Commence alors la reconstruction. Les mois qui suivent sont un curieux alliage de liberté retrouvée et de peines anciennes. Il apprivoise la solitude, se redéfinit sans sa présence, restructure ses pensées, son quotidien, son futur, lentement. Il renoue avec l'enthousiasme professionnel, la joie des rires, la chaleur de l'amitié. Il se réengage dans la vie sociale. Il respire à nouveau. Il existe par et pour lui-même. Inévitablement, les journalistes s'étonnent de son silence prolongé. Il ne commente rien. Il préserve farouchement son jardin secret. Ce bouleversement lui est strictement personnel. Et pourtant, en coulisses, cette expérience devient son enseignement le plus fondamental. Une leçon sur la foi en l'autre, sur la vulnérabilité des attachements et sur l'importance de se prioriser quand tout autour s'écroule, car au-delà de la peine, de l'acte de trahison et du sentiment de perte, il finit par intégrer une vérité fondamentale. Il faut parfois perdre une personne pour enfin se retrouver soi-même. Pour Omar, c'est le commencement d'un nouveau chapitre. Une existence qu'il n'avait nullement anticipée, mais qu'il s'efforce de réédifier chaque jour avec une grande dignité. Au moment où l'on termine le récit de cette épopée, un sentiment durable s'impose, celui d'un cheminement personnel immensément émouvant, où la clarté et l'obscurité s'entrelacent sans véritablement s'affronter. Participant plutôt à la naissance, commune d'un homme transformé, le parcours d'Omar ne raconte ni un effondrement irréversible, ni une victoire. Retentissante, il s'agit du récit d'une métamorphose profonde et discrète, laissant derrière elle une prise de conscience, qui nous concerne tous. Si personne ne survit à une trahison sans cicatrice, on peut néanmoins en émerger, changer, plus clairvoyant, et par moments, plus résilient. Longtemps, il a été la figure même du succès et de l'équilibre, l'archétype de celui qui parvient à harmoniser vie de famille, trajectoire professionnelle et convictions intimes. Ce que le monde ignorait, c'est la vulnérabilité qui s'infiltrait méthodiquement et insidieusement dans les fondations de cette existence, qu'il pensait inébranlable. Et le jour où tout a volé en éclats,
l'amour, la confiance et l'amitié, il aurait pu s'effacer, sombrer dans le désespoir, ou capituler. À l'inverse, il a opté pour la voie la plus exigeante et la plus digne, celle de se confronter à. Chaque trahison inflige une blessure, non pas une cicatrice visible à l'œil nu, mais une fêlure intérieure qui altère notre façon de respirer, de nous mouvoir, d'aimer. Cette marque indélébile, Omar a fait le choix de ne pas la dissimuler. Il n'en a pas fait un étendard pour autant. Il l'a plutôt intégré comme un chapitre constitutif de son parcours. Tout simplement. Une partie de lui-même s'est sans doute éteinte le jour où la vérité a éclaté au grand jour. Mais une autre facette, peut-être la plus fondamentale, a vu le jour au cours des semaines qui ont suivi ce séisme. Ce qui l'a véritablement métamorphosé, ce n'est pas la souffrance brute, ce n'est ni l'isolement, ni le déchirement, ni même la rage qui a suivi. C'est une prise de conscience, aussi douloureuse que libératrice. La pleine conscience qu'il est impossible de gouverner le cœur des autres. Que l'on ne peut pas forcer quelqu'un à résister à une autre attraction, ni maintenir artificiellement en vie une relation qui a cessé de vibrer. En revanche, on a le pouvoir de décider de sa propre réaction. On peut faire le choix de se protéger. On peut faire le choix de se rebâtir. On peut faire le choix de se retrouver. Omar a dû affronter l'épreuve la plus cruelle qu'un être puisse endurer, l'infidélité, combinée de la personne qu'il aimait et de l'ami en qui il avait placé une confiance absolue. Néanmoins, au plus profond de cette tourmente, il a fini par exhumer ce qu'il se croyait à jamais incapable de retrouver sa capacité à aller de l'avant. Certes, il est probable qu'il n'oubliera jamais. Il est probable que certaines nuits demeureront plus longues, plus silencieuses, et occasionnellement empreintes de douleur. Pourtant, il continue sa route, car une existence ne s'interrompt pas pour une déloyauté, car un cœur même meurtri continue de battre, et parce que ce que l'on érige sur les décombres d'une tempête est bien souvent plus résistant que la construction d'origine. Au fond, le récit d'Omar transcende sa seule personne, il est le récit de tous ceux qui, un jour, ont aimé avec trop d'intensité, trop de persévérance, trop d'honnêteté, de tous ceux qui, après avoir été heurtés, trompés et délaissés, ont su puiser en eux la force de se remettre debout. C'est l'illustration universelle d'une vérité essentielle, on peut se relever de tout, à condition de ne jamais cesser de croire en sa propre valeur. Omar a fait bien plus que survivre. Il s'est réinventé, il a redessiné ses propres contours, il a conquis sa liberté. Aujourd'hui, son regard n'est plus celui d'un homme en morceaux, mais celui d'un homme qui a appris, qui a compris que l'amour peut s'écrouler, que l'amitié peut se fissurer, que les plus belles illusions peuvent se volatiliser, mais il sait également que sa dignité, sa résilience et la paix intérieure qu'il a reconquise lui appartiennent en propre. Sa renaissance n'a rien de spectaculaire. Elle est loin d'être tapageuse ou hollywoodienne. Elle est authentique, et c'est précisément ce qui lui confère une telle puissance. Si vous nous écoutez encore à cet instant, c'est sans doute que ce parcours a résonné en vous, vous a ému, ou peut-être même interpellé de manière très intime. Merci pour votre écoute, votre attention et votre empathie. Sur cette chaîne, notre vocation est de narrer des destins réels, complexes et humains, des chroniques qui lèvent le voile sur les coulisses, qui explorent la vulnérabilité de ces célébrités, de ces artistes, de ces figures publiques que le grand public pense si bien connaître. Nous cherchons systématiquement à aller au-delà de la surface, au-delà des gros titres, au-delà du tape à l'œil. Ici, nous nous intéressons aux êtres humains, à leurs épreuves, à leurs luttes et à leur incroyable capacité de résurrection. Si cette histoire d'Omar Sy, à la fois poignante, sombre et porteuse d'espoir vous a marqué, alors je vous encourage vivement à rester parmi nous, à découvrir nos prochains portraits et à appuyer notre travail d'investigation et de narration que nous menons chaque jour. Pour être certain de ne manquer aucune de nos futures histoires, abonnez-vous à la chaîne. Si ce récit vous a parlé, manifestez-le par un like. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que d'autres puissent également la découvrir. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti, car votre propre vécu est tout aussi important que l'histoire que nous racontons. Votre appui est inestimable. Votre engagement est
fondamental. Votre voix est ce qui fait vivre cette communauté. Un immense merci, et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique, tout aussi poignante, inspirante et profondément humaine.